Bonsoir. Je suis ravi de vous accueillir ce soir pour un nouveau Bistrophilo avec Sophie Beaumont qui nous fait l'honneur d'être. Donc les Bistrophilos, comme vous le savez maintenant, depuis pratiquement animé par Olivier Vogetta, qui est une vie extrêmement multiple et extrêmement variée, mais qui est aussi écrivain et que je remercie vraiment énormément de créer ce rendez-vous mensuel qui nous rassemble tous. C'est assez normal. Surtout qui nous rassemble autour de l'amour de la littérature, de la culture, des idées, et voilà. Très très bonne compagnie avec Olivier et Sophie. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces mots, Philippe, et merci à toi et à toute l'équipe de l'Alliance française de continuer à renouveler votre confiance dans ce rendez-vous. Effectivement, c'est un rendez-vous très important de faire valoir la culture française et d'avoir des invités de plus en plus impressionnants. Voilà, on a vraiment des invités de haut niveau, et Sophie Beaumont, on passe un cap encore, donc je suis ravi. Donc bienvenue Sophie, je suis ravi de vous recevoir. Comment allez-vous ce soir? Très bien, merci Olivier. Je suis très contente de vous rencontrer donc, en personne, parce qu'on s'est parlé beaucoup au téléphone, et puis on a beaucoup sympathisé. Et voilà, donc je suis très très contente d'être ici. Et merci de m'avoir invitée. Alors, mais merci à vous, parce que vous avez un emploi de temps de ministre en ce moment. Je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux, mais donc Sophie fait la tournée des librairies, signe ses livres qui partent comme des petits pains, un peu partout dans Sydney et en Australie, et je l'espère dans le monde. Oui, j'espère. J'espère. Et il a déjà vendu d'ailleurs. Je dirais quelques petits mots en anglais aussi. Au cas où je sais qu'il y a des amis qui ne connaissent pas trop le français. Alors, des fois, je mettrai un petit mot en anglais. Voilà. Yeah, we can be flexible. Voilà. Alors, donc, il a déjà vendu à 3 pays. Au Portugal, à l'Allemagne et en Ukraine. Ah. Alors, et ils m'ont dit, l'éditeur, enfin l'agent qui a vendu ça à l'éditeur ukrainien, m'a dit ils ont adoré le livre. C'est un livre plein de joie et c'est ce qu'ils veulent lire maintenant. That's what they want to read in Ukraine, joyful books. Voilà. Alors, ça m'a beaucoup ému. C'était vraiment... Mais aussi, il va paraître en Angleterre. Et j'espère en France. Et je pense que peut-être que votre superbe critique va être employée par l'agent pour montrer aux éditeurs français. Ah, c'est ce que je souhaite du fond du cœur. Mais en tout cas, effectivement, c'est un livre qu'on lit avec plaisir, qu'on dévore et qui fait du bien. Et qui fait du bien, mais avec de la bonne littérature, je précise. Parce que souvent, les romans feel-good, ils pâtissent un peu d'une mauvaise presse, en disant c'est de la littérature des romans de gare, et en fait dans ce cas-là c'est au contraire, c'est de la belle littérature au service d'un roman feel good, donc j'ai adoré. Donc notre thème ce soir c'est A Taste of French Living, donc on va parler beaucoup de France, de culture, de cuisine. Oui, oui, absolument. Et aussi des différentes régions, des cuisines locales, des fromages locaux, etc. Donc je voudrais juste faire un petit sondage avant de commencer. D'abord, je sais normalement on a une audience bigarrée entre des Français originaires de France et aussi des francophiles et aussi des mixtes. Qui est originaire de France ou apparenté français? De quelle région alors êtes-vous? Est-ce que vous pouvez... Nice, d'accord. Toulouse. Toulouse et Pays Basque, Xavier. Lyon, d'accord. Quelle autre ville? Oui. Esch. À l'Ardèche.
Qui d'autre? Besançon. Bon, on a quelques, Oui, hein, oui, oui. quelques régions, c'est bien d'avoir un peu de représentativité. Donc pas mal de Français et puis aussi des francophiles. Et je remercie tous les francophiles qui sont ici. Et il y en a de plus en plus voilà, de fidèles parmi la communauté australienne qui viennent nous voir au Philo Bistro. Il y a à peu près 1 million d'Australiens qui vont en France tous les ans. Donc clairement, il y a quelque chose de particulier entre l'Australie et la France. Et c'est sans doute ça qui est reflété chaque mois à l'occasion des Philo Bistro. Sophie, avant de nous lancer, je voudrais peut-être commencer par une anecdote. Oui. Une anecdote au sujet de votre livre que j'ai reçu de la part de votre éditeur. Et donc, moi, ma façon d'être français, c'est que je lis beaucoup dans les cafés, dans les restaurants. Et votre livre n'est pas exception. Oui. Donc je l'ai lu lors de multiples dîners, en solitaire, ou en train de boire des verres. C'est ma façon d'être français ici en Australie, à l'autre bout du monde. Et alors que je terminais votre livre, j'étais dans un restaurant libanais qui s'appelle Lebanon and Beyond. Je ne sais pas si vous connaissez, à Randwick, super resto. Donc voilà, donc vraiment, les dernières pages, je ferme le livre, je le pose sur la table. Et là, je suis content, vraiment. Je bois un verre de vin, je finis mon shawarma. Et puis, au moment de régler l'addition et de vouloir partir, je reprends le livre de la table, sauf qu'il était collé à la table. Ouf. Mais littéralement collé, comme avec de la super glue. Tellement collé que voilà le J'ai dû le décoller de la table, comme si... moi, je ne suis pas superstitieux, mais je crois quand même dans la notion de karma, et on parlera de karma un petit peu après. Oui. Mais j'ai trouvé que c'était quand même cocasse que ce livre, Paris Cooking School, soit collé à la table d'un restaurant. Voilà, comme s'il voulait y rester pour toujours et à la vie. Voilà, plaire à d'autres clients, d'autres personnes qui pourraient être là, boire un petit verre de vin, manger leur shawarma et lire mon livre. Absolument. Il a voulu rester le livre. Absolument. Donc je voulais commencer par ça d'abord, et puis qu'est-ce que je veux dire ah oui, en guise de préambule aussi, et puis aussi pour qu'on soit d'accord sur la façon dont cette soirée va se passer, parce que le mois dernier, on a eu un entretien intéressant avec un invité de marque, mais qui n'était pas du tout d'accord pour qu'on parle de lui. Donc il voulait simplement qu'on parle de son œuvre, de son livre. Donc il était de ceux qui croient qui pensent qu'on doit vraiment séparer l'œuvre de l'artiste. Donc c'était un peu compliqué parce que bon, quand j'interviewe des écrivains, des écrivaines, j'aime bien savoir à qui je parle. Et puis, donc je voulais vous poser la question avant qu'on se lance, avant que je rentre dans le dur. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on... Tout à fait, je trouve ça bizarre de ne pas parler de ça. Parce que donc on n'est pas dans un esprit pur, on a vraiment une histoire, et puis cette histoire, la personne qui écrit le livre se détient dans le livre lui-même, c'est forcé, quoi, c'est obligé. Et donc je trouve bizarre, on peut séparer d'une façon, mais d'une autre, vraiment, c'est l'œuvre d'une âme, c'est l'œuvre d'un cœur, c'est l'œuvre d'une expérience, et de séparer ça, c'est pas possible. Non, exactement, je suis assez d'accord, et puis surtout dans votre cas, parce que vous êtes un personnage fascinant. Vraiment. Vous êtes un personnage de roman, Sophie Beaumont, et on va essayer de découvrir un petit peu, d'ouvrir le capot pour comprendre, parce que je vais le dire dans ma brève introduction, mais Sophie donc a écrit un peu dans tous les genres littéraires, beaucoup de livres, beaucoup de succès. Donc c'est comme une galaxie en fait, d'influence, et je voudrais comprendre un peu d'où viennent ces influences. Mais on va y venir. Laissez-moi brièvement vous présenter, si vous le voulez. Comment ? Je vais vous présenter, oui, bien sûr. Dire quelques mots sur vous. Donc vous êtes né en Indonésie, oui. De parents français, oui. Et élevé en France et en Australie. Oui. Parents français, mais d'origine diverses et variées. Donc française, basque, espagnol, portugais et même français canadien. Oui, oui. Oui, c'est un vrai mélange. Ça commence, hein ? Oui. Oui,
c'est une vraie bouillabaisse. Hein. Une vraie bouillabaisse. Ouais. Vous êtes le troisième enfant dans une grande fratrie de 7 enfants. Oui. Donc beaucoup de frères et sœurs. Oui. Qui habitent en Australie un peu Et partout. en France. Et en France. Oui, voilà. D'accord. Et beaucoup de Ça fait cousins. beaucoup. Il y a 3 cousins là. Intéressant, voilà. Ah, c'est le bon mot, ça. Intéressant. Et vous êtes arrivé en Australie à l'âge de 5 ans. Oui. Après avoir vécu avec votre grand-mère paternelle. Oui. C'est Voilà. ça? D'accord. Oui. Vous êtes arrivé à 5 ans. Et vous avez fait des allers-retours fréquents entre l'Australie et la France. Oui. Et ces retours fréquents et cette vie un peu divisée entre les deux, ça vous a influencé? Beaucoup, Ouais. énormément, oui. Oui, parce que donc on vivait entre deux mondes. On vivait dans un monde français à la maison. Mes parents ne nous laissaient pas parler en anglais. On n'avait pas le droit de leur parler en anglais. Mais bien sûr, la fratrie, on se parlait dans les deux langues et souvent tout à fait mélangé. C'était même pas du franglais, c'était du vrai charabia de toutes sortes. On mélangeait non seulement les phrases, mais aussi des fois les mots. Les mots eux-mêmes étaient divisés en français et anglais dans un mot. Alors vous voyez, personne ne le comprenait sauf nous, mais ça va. Et puis maintenant encore, on se parle tous. On commence en français, on finit en anglais, on retourne en français, et puis voilà. Et puis c'est tout à fait naturel. Mais mes parents étaient... mon père est toujours en vie, ma maman, elle est partie de notre vie il y a 5 ans, 6 ans. Mais donc ils étaient très très forts dans la culture française. Ils voulaient absolument qu'on ne perde pas ça. Et donc non seulement ils parlaient français à la maison, mais maman nous faisait écrire et lire en français au retour de l'école. Alors, c'était pas très rigolo parce qu'on rentrait de l'école, alors voilà, on avait le goûter, mais maintenant vous vous asseyez, vous allez faire une dictée, vous allez faire de la lecture, voilà. Alors, mais je me plaignais à l'époque, mais une fois quand je suis allée à l'école secondaire, c'était tellement facile parce que je pouvais faire le français sans même étudier rien du tout. Et ça m'a toujours été un gros avantage, mais même dans l'écriture aussi, parce que quand on a les deux langues, quand on est bilingue si jeune, on a beaucoup de facilité avec les mots, mais aussi avec les tournures de phrases qui peuvent passer du français à l'anglais, et vice-versa, parce que les deux langues sont très naturelles pour moi. Et donc ça crée une ambiance particulière. Et même vers d'autres langues aussi, parce que ça se passe dans le cerveau, c'est des connexions qui se font au plus jeune âge avec... j'ai 2 enfants aussi, nous on n'a pas 2 langues, on a 3 langues à la maison. Oui. Moi je parle en français à mes filles, mon épouse parle serbe à mes filles, et quand on est tous les 4 ensemble, on parle anglais. Oui. Donc voilà, donc j'espère que ça... mais c'est bien. Mais je fais le français aussi tous les soirs. Oui. Vous avez un master de littérature française et anglaise. Oui, voilà. J'ai fait ça en même temps. Donc je devais écrire une thèse. J'ai dû écrire une version en français et une version en anglais. Et c'était un sujet très recherché. L'enfance racontée par les écrivains francophones et anglophones de l'Afrique. Voilà. Alors c'était les images de l'enfance dans les romans francophones et anglophones africains. Et donc là j'ai comparé les deux pour voir s'il y avait des points en commun et puis des points de différence. Et puis si la langue elle-même donc faisait partie de cette différence parce qu'ils écrivaient en français ou en anglais plutôt que dans leur langue maternelle. Ah. Très bon sujet. On peut lire votre thèse? Oui, je ne sais pas. Donc on parle là. Et vous avez aussi un doctorat. Oui, voilà. Un doctorat, voilà, de créatif. Oui, c'est ça. En Australie, on peut faire ça. C'est formidable pour les écrivains, les artistes. Ça s'appelle Creative Practice, ou la pratique créative. Et donc, ce que c'est on écrit un roman ou une série de nouvelles ou comme ça, et puis on écrit après une analyse, mais pas directement sur ce qu'on a écrit, mais ce qui l'entoure. Et donc, pour moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle The Ghost Squad et qui se passe dans une époque qui n'a jamais existé, mais qui aurait pu exister. Et il y a des trucs surnaturels dedans, il y a des trucs. Mais c'est un livre assez philosophique.
Et donc, il fait partie d'un genre de littérature. Hein. Et cette littérature, c'est pour les adolescents. Et qui porte dans des théories et puis des histoires de la vie au-delà de la mort. Voilà. Alors, c'est vraiment un truc assez aussi out there, mais c'était très intéressant parce qu'il y avait beaucoup de livres et de films aussi à ce sujet. Mais y compris une série française très très bien qui s'appelle Les Revenants, et que je recommande si vous n'avez jamais vu ça. C'est très déroutant, mais c'est très très bien. C'est une bonne transition parce que on va parler un petit peu aussi de vos livres. Donc vous êtes l'autrice de 70 livres, c'est ça, hein, 70 hein. Au moins. Au moins, selon le recensement officiel. Voilà. Mais je pense qu'un peu plus. D'accord. 70 livres pour enfants, jeunes adultes, comme ça il n'y a pas de jaloux. Beaucoup de fantasy, donc beaucoup de fantasy dans le genre fantastique. Et donc vous parliez de la vie après la mort, donc des choses de l'ordre de l'ésotérique, des choses comme ça très intéressantes. Mais aussi vous avez écrit de la fiction réaliste, comme ce livre. Oui, voilà. On y est. Crime, history, mystère, la romance, même de la poésie. Vous m'avez dit plus tôt cette semaine, même si la poésie, moi, ça se vend pas très bien, donc c'est difficile de faire de la poésie. C'est aussi. C'est très difficile. En tout cas, et aussi des nouvelles. Vous avez écrit des short stories, des nouvelles, des essais, des articles. Enfin, voilà, vous comprenez, donc la liste s'étend. Vous savez tout faire. Vous êtes un véritable couteau suisse. et en plus, attendez, parce que je fais des recherches quand même, mais avoir écrit 70 livres au moins, vous écrivez aussi sous des noms de plumes, d'autres noms de plumes. Parce que Sophie Momon, c'est un nom de plume. C'est un nom de plume, et puis j'en ai deux autres. Donc dites-les nous. Oui, alors donc le premier c'était le nom de plume, Isabelle Merlin. Et d'ailleurs mon éditrice qui a demandé d'ailleurs d'écrire ce livre, elle est là, c'est formidable de la voir. Et donc ce livre, le premier livre s'appelle Three Wishes, mais il a été publié en France aussi sous le nom de Paul, Charlie et Rose. Et donc j'ai écrit une série de 4 livres sous ce nom d'Isabelle Merlin. Et donc, ce sont des romantic thrillers pour adolescents qui se passent tous en France et qui ont tous un élément de l'Internet. Et donc, ces livres, le premier est sorti, je pense, en 2008, il me semble. Et donc, il y a un bout de temps de ça, mais j'ai créé un blog pour mon personnage. Et c'était un vrai blog que j'ai vraiment créé, mais qui était sous son nom, et puis, il y avait des commentaires de ces personnages dans le livre. Et il y a des enfants qui m'ont demandé, des adolescents qui m'ont demandé « Ah, vous avez dû écrire le livre parce que vous avez trouvé ce blog ?» Bon, non, c'est moi qui l'ai écrit. Parce que pour eux, il était tout à fait vrai, ce blog. Et ça faisait une partie intégrale du roman. Ce n'était pas simplement un petit extrait. C'était vraiment quelque chose qui avait à voir avec qui se passait dans le livre. Et puis il y en a eu 4 comme ça. Et j'ai choisi ce nom de plume parce qu'on a une ancêtre dans le XVIIe siècle qui s'appelait Anne Merlin. Et Merlin, bien sûr, Merlin l'enchanteur, il faut bien prendre ce nom. Alors, mais Isabelle, c'était le nom de ma cousine préférée et le nom de ma poupée préférée. Alors voilà, Isabelle Merlin. Et l'autre, c'est Jenna Austen. J'écris 2 livres pour les enfants juste un peu, enfin 11-12 ans, juste avant l'adolescence. Et ça, ce sont des romantic comedies. Et c'est basé sur des romans de Jane Austen. Et alors donc l'éditeur a pensé, voilà, Jane Austen, c'est la petite sœur de Jane Austen. Voilà. Alors voilà, c'est nom de plume. Je n'écris plus de romans sous ces noms de plume, mais Sophie Beaumont, c'est tout nouveau. Et voilà, mais ça fait du bien d'avoir un nom de plume, ça donne un peu de fraîcheur, ça me fait écrire d'une façon différente. C'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi exactement, mais il y a d'autres choses qui sortent quand c'est sur un autre nom. Voilà. Et puis je suis assez d'accord, et puis c'est le signe des grands, parce qu'on
souviens vraiment de Romain Gary, Oui. qui a gagné le prix Goncourt 2 fois, voilà, sous les pseudonymes. Donc, Oui. préparer la suite aussi pour les prix, etc. Oui, oui, on ne sait jamais. On sait jamais. Bravo en tout cas. Donc 70 livres, ma première question c'est, clairement vous n'avez pas 150 ans. Non. Loin de là. Non. Donc, comment vous avez fait pour écrire 70 livres ou plus durant ces... Je ne sais pas. Ah, c'est quoi votre rythme? C'est venu comme ça. En fait, j'ai 3 enfants, donc ils ont grandi donc en tant que, en me voyant écrire. Ils savaient qu'il fallait. Enfin, j'écrivais toujours, pas dans la cuisine, mais dans la salle à manger, dans le salon. Je n'aime pas voir une pièce séparée pour écrire, parce que j'ai grandi dans une famille de 7 enfants. Si on n'avait pas son petit coin dans sa tête, eh ben, on ne faisait rien. Parce qu'il y avait la fratrie qui criait dans tous les sens et puis se disputait. Alors, non, mais donc il fallait, si on voulait un peu de paix, donc être en paix dans sa tête. Et donc je me concentre très facilement et je continue à faire ça. Et c'est-à-dire parce que je suis intéressée par plein de choses, je suis très curieuse, j'aime savoir plein de trucs. Et puis je pense aussi, donc ma famille a eu une histoire très intéressante. Il y a beaucoup de drames aussi, mais il y a aussi beaucoup de choses. Et puis là, donc la façon dont on vivait, et puis allant en France, en Australie tout le temps, ça a été un truc idéal. Moi, je trouvais ça normal. Tous les enfants trouvent ce qu'ils vivent normal. Mais après, quand j'en parle aux gens, ils disent « Waouh, c'est de la folie, c'est ça ». Alors, non, et puis en plus, je n'aime pas m'ennuyer. Alors, voilà. D'accord, très bonne réponse. Très bien. Maintenant, donc voilà, j'ai déroulé votre vie très mouvementée, très active en quelques minutes. Maintenant, on va regarder quelques images que je vais vous laisser commenter de façon assez brève. Oui, donc on va passer 5-10 minutes maximum sur les images, jusqu'à ce qu'on arrive à Paris. À Paris, oui. Et à Paris, on va changer de vitesse. Et parler du livre, au travers des images, au travers de lectures, au travers de vos questions aussi. J'ose espérer que la session soit interactive, même si vous n'êtes pas super à l'aise ou 100% à l'aise en français, n'hésitez pas à vous poser une petite question, une courte question, ou même en anglais, je la traduirai volontiers. D'accord. Donc commençons par les images. Donc on va... Et vous les connaissez parce que c'est... Oui. Vous m'avez procuré ces photos. Maintenant, j'ai appris, je ne prends plus de photos sur Internet. Alors, l'enfance en France. Alors là, chez moi en France, quand j'étais petite, quand je suis née en Indonésie, donc, mais à l'âge de 9 mois, j'ai été très malade. Mes parents ont cru que j'allais mourir. Ils m'ont ramenée en France parce que l'Indonésie, à cette époque-là, c'était très difficile. Il y avait beaucoup de maladies, il y avait beaucoup de trucs qui clochaient. Et donc, ils m'ont ramenée chez ma grand-mère, Marie-Louise Masson, Mamizou, on l'appelait. Et c'est elle, là. C'était une femme extraordinaire. Et puis, je l'aimais beaucoup. Et je suis restée chez elle. Et ça, c'était dans son appartement à Toulouse. Et j'étais la petite fille choyée. Parce qu'il y avait mes tantes qui étaient adolescentes, 17 ou 19 ans à l'époque. Et puis, Mamizou. Et donc, j'étais la fille unique dans cette... Enfin, l'enfant unique, la petite unique. Et j'étais tout à fait le centre du monde. Et puis mes parents étaient en Indonésie avec mes 2 sœurs aînées qui étaient nées en France. Et puis plus tard, une petite sœur qui est née en Indonésie aussi, mais qui est restée, qui n'était pas malade. Et donc j'ai passé là 5 ans, presque 5 ans. Ils sont revenus à l'âge de 5 quand je suis avec 5 ans. Je ne les connaissais pas du tout, mes parents, ni les sœurs. Et puis ils sont arrivés, je me rappelle tout à fait. C'était dans cette pièce-là, il y avait une grande fenêtre, et puis on voyait dans la cour. C'était un des vieux appartements, vous savez, du 19e siècle, même plus ancien que ça. Il y avait une cour, et on pouvait rentrer la voiture dans la cour. Et puis j'ai vu un vieux truc, je m'appelle une tonus ou un truc comme ça, et qui est arrivé dans la cour, et puis ces gens qui sont sortis, et puis qui sont montés dans les escaliers. Mère qui ouvrait la porte, et puis mon père et ma mère sont rentrés avec nous. Et mon père, il s'est précipité vers moi, et moi, je me suis enfuie vers ma grand-mère. Alors voilà, je pense qu'il n'était pas très content. Mais bien sûr, je ne les connaissais pas, et puis
à ce moment-là, donc, ils ont eu le job en Australie. Parce qu'avant l'Indonésie, j'étais en Afrique. Ils travaillaient, mon père travaillait, ma mère travaillait à l'époque aussi pour une grande compagnie française de construction qui s'appelait Citra et qui a été après taken over par Spibatignoles et puis qui faisait des gros projets. Donc, des aéroports, des ports, des immenses shopping centers, plein de trucs. Et ce qui faisait ça en Indonésie, en Afrique, en Australie. Et ils ont été envoyés en Australie. Et puis c'est en Australie où ils sont restés le plus longtemps. D'accord. Merci. On continue. Et voilà, ça c'est en Australie. Alors, c'était mon père. Donc mon grand-père, c'était un caméraman, un cinéaste. Et puis mon père aussi, il adore la photographie. Il a pris plein de photos. Et il avait aussi un Super 8, une caméra. Et alors il a pris, c'est pour ça que cette photo, elle est tellement animée, parce que c'est un film qu'il a pris quand j'avais 5 ans, 6 ans. Là. Et puis c'était en Australie, et ça avec une partie de la fratrie. Parce que mes 2 sœurs aînées, quand moi je suis revenue en Australie, donc ma sœur l'aînée, Dominique, elle est restée en France parce qu'elle devait aller à l'école secondaire. Béatrice, qui était la seconde, elle est venue en Australie pendant quelques années. Et puis après, donc, il y a eu les autres qui sont nés en Australie. Ça, c'est en Australie. On a habité d'abord, la compagnie nous mettait dans des maisons. On est allé, puis après à Killara, puis après à plein d'autres. Alors, on changeait d'école tout le temps. Voilà. Chaque fois qu'on allait en France, quand on revenait, ils nous mettaient dans une maison nouvelle. Alors, voilà. Déjà, voilà, cette fragmentation, Oui. ou ces multiples changements, Oui. je ne veux pas être hâtif dans mes conclusions, mais Non. peut-être que ça a influencé aussi votre côté touche-à-tout. Oui, au oui. niveau Non, de c'est sûr. la littérature. C'est sûr, c'est sûr. C'est Je le cas. suis une C'est le touche cas. à tout, Oui. c'est sûr. On continue. Ouais. On continue l'aventure. Alors ça, c'est l'adolescence aussi. Alors là, ça, c'était en Australie. Alors là, c'est le père de mon neveu ici, la petite, et puis Gabriel, qui habite à Paris maintenant, et moi. Là, c'est au Pays Basque, près d'Ainoa. Mais alors, vous voyez, il y a encore ça, les chars et tout ça. Alors, c'était pas au 19e siècle, hein. Je pensais que j'étais très cool, mais avec tout en noir comme ça, mais c'était le Pays Basque profond. Parce que ma maman est du Pays Basque. Et donc, en Pau, c'est un village à 35 km de Toulouse. Et mes parents avaient acheté une maison qu'ils ont appelée la Nouvelle Terrebonne parce que ça avait à voir avec Terrebonne qui était à Montréal, au Québec, où une partie de la famille venait de là. Et donc c'est une vieille maison du 18e siècle, hein, maison de maître dans le village. Et avec, donc il y avait certains bâtiments aussi qui étaient du Moyen-Âge. Ça, elle était presque en ruine. Et puis avec leur gros salaire d'expatriés, ils ont rénové. Alors il y avait toujours des artisans là. Et nous, quand on allait en France, c'est là où on était, dans ce village. Et là, c'est la France profonde aussi. C'est près du Gers, la Gascogne un peu, si vous voulez. Et puis mais c'est une maison enchantée, une maison extraordinaire. Et puis j'appelle ça, c'est la bonne fée de notre enfance. On y tenait énormément, et même maintenant, chaque fois que je vais en France, on va aller voir un pot. Mes parents l'ont vendu, malheureusement. On ne leur a jamais pardonné. Mais ma mère est enterrée là, ma grand-mère, mes tantes. C'est un endroit qui compte beaucoup pour nous. Toulouse, la ville rose. Voilà, la ville rose. Alors j'ai passé bien sûr les 4 ans et demi enfant, et puis on est rentré beaucoup de fois. Et puis ma grand-mère habitait dans une rue qui s'appelle la rue Maltache. Et voilà, donc je connaissais Toulouse très bien, puis continue. Et mon frère habite, mon frère et belle-sœur habitent à Toulouse. Et il travaille pour Airbus d'ailleurs.
Je crois que la moitié des habitants de Toulouse. Oui, Ouais. je pense que oui. Je pense que oui. Et là, le Pays Basque, alors le Pays Basque aussi, il y a beaucoup de... de maman, du côté de sa mère, elle est basque et espagnole, pas basque, et basque aussi. Et puis, du côté de son père, portugais. Donc lui, il est venu du Portugal, mon arrière-grand-mère était basque, et puis l'arrière-grand-père était de Valencia, en Espagne. Et nous, du côté de mon père aussi, ils allaient à Biarritz tout le temps. Ils avaient un appartement à Biarritz. C'est comme ça que mes parents se sont rencontrés. Ils se sont rencontrés au casino à Biarritz. Un thé dansant. Voilà. Et il avait toute une histoire. Je leur ai demandé, une fois je leur ai demandé aux deux, écrivez-moi s'il vous plaît, l'histoire, comment vous vous êtes rencontrés, ce que vous avez pensé l'un de l'autre, la première fois que vous êtes vus. Et puis, mon père, il avait écrit un truc très romantique. Dès que je l'ai vu, je savais que c'était la femme de ma vie, etc. Maman, elle a dit, parce qu'elle avait 2 ans de plus que lui, elle avait un job, elle était secrétaire, elle était beaucoup plus... Bon, ce petit jeune, il m'énervait. Il m'a demandé, et en plus c'était un pingre, il voulait pas acheter, parce que à l'époque, on pouvait danser gratuit, mais il fallait rester debout tout le temps. Si on s'asseyait, il fallait acheter un verre de vin. Et puis il avait pas un sou. Alors voilà. Mais elle avait, parce qu'elle travaillait, elle avait de l'argent. C'est quand même, je vais pas lui acheter la boisson. Alors voilà, c'était très intéressant de voir les deux côtés. Alors ça c'était à l'époque où j'étais avec ma grand-mère, à l'appartement à rue du Albert à Biarritz. Et puis bien sûr Biarritz, on adore tous. Et puis là, c'est à Espelette, avec mon autre fils là. Sur Espelette, c'est très basque. Et puis c'est connu pour le piment. Le piment que je mets partout d'ailleurs. Hein? Même dans le livre. Oui, même dans le livre, il apparaît dans le livre, absolument. Et ça m'a parlé parce que ma maman habite à Saint-Jean-de-Luz. Ah bon, depuis 15 ans. Voilà. Oh, c'est super. Donc, superbe région. Oh, c'est superbe, c'est superbe. Et des villages comme ça, comme Espelette. Oui, c'est vraiment très, très, pour très ceux qui ne beau. sont pas allés au Pays Basque, français, il faut y aller. C'est vraiment très, très bien. Très bien, on continue. Oui. Alors, voilà. Ah, ça, c'est un nouveau, voilà. C'est la fin, en fait, oui, voilà. du chapitre. Donc, voilà. Vous écriviez depuis votre très jeune âge. Oui. Donc là, c'est une photo à gauche d'un de vos premiers manuscrits. Voilà. C'est vraiment un livre très rare parce qu'il n'y en a qu'un. Alors, j'ai écrit le texte. Ma sœur Gabrielle, qui est très, très, très belle artiste, elle avait 11 ans. À l'époque, c'est elle qui a fait les images. Alors, donc, c'était un album pour les enfants, une histoire. L'histoire d'une poupée, Valérie, qui est dans un déménagement. On l'avait laissée derrière un arbre ou un buisson. Alors, elle était toute seule. Mais alors, il y a eu une guerre qui a éclaté entre les abeilles et les fourmis. Et elle a su gérer ça. Elle a su... Bon, voilà, vous êtes très ridicule. Alors là, moi, ça, c'était dans mon époque romantique. J'achetais beaucoup de... Ma mère, elle était en... Oh là là, parce qu'elle était très chic, elle aussi. Alors, elle disait, mais qu'est-ce que tu as avec ces locks, on dirait une pauvresse. Alors, j'achetais des trucs anciens en dentelle, des jupons en dentelle, qui dataient d'ailleurs, j'achetais ça dans Opus, en France, qui datait du 19e siècle, voilà. Mais je trouvais ça ravissant, et puis je me dis, mais c'est un jupon, tu vas le mettre pour aller dans la rue, quand même. Mais voilà, alors, ça c'était, j'avais 17 ans ou un truc comme ça. Et puis là, alors, j'ai eu le grand honneur de recevoir un Order of Australia, un AM. Et là, ça c'était à Government House, à Sydney. Mais c'est vraiment splendide. Et puis la cérémonie, elle était magnifique. Ils ont fait ça d'une façon, moi je trouve, en Australie, ce qu'on fait très bien, il y a vraiment le sens de la cérémonie, mais en même temps, c'est pas rigide. C'est très beau, mais c'est très amical en même temps. On sent, les gens, ils sont pas... alors même là, tout le monde, il y avait des gens en uniforme, avec plein de médailles.
Et puis, mais ils étaient super sympas, très gentils. Et puis, mais en même temps, c'était beau, quoi. C'était très, très bien organisé. Il fallait, quand j'ai m'a présenté au gouverneur, il fallait faire où ça. Je me suis dit, non, moi je vais me mettre les pieds dans le plat. Mais elle a été très gentille, elle m'a parlé un peu de mes livres, etc. C'était vraiment très bien. Et puis en plus, c'était un honneur, quoi. Oui. Mais c'est intéressant votre commentaire sur le côté formel ou solennel qu'il peut y avoir dans certaines cérémonies. Oui. Et un peu moins ici. Peut-être que ça a à voir avec le fait que c'est un pays neuf. Oui. C'est le nouveau monde, il n'y a pas tout le poids de l'histoire. Oui. Et effectivement, ce genre d'événement-là en France, ça serait un peu différent, je pense. Oui. Beaucoup plus coincé. Coincé, voilà. Solennel. Oui. C'est-à-dire là, ils ont quand même le sens. Je me rappelle ma mère aussi, quand elle était venue à ma graduation à l'université, elle a dit, mais c'est magnifique. À l'université, en France, ils ne font pas ça. Avec tous les robes, les chapeaux et tout et tout. Elle était très impressionnée. Voilà, merci en tout cas pour tous ces commentaires, parce que maintenant on arrive donc à Paris. On est pile chrono, là, à 7h10, donc on a à peu près 50 minutes pour parler de votre livre maintenant. Oui. Donc, de Paris Cooking School. Alors, c'est une mine, ce livre. Hein. Donc, effectivement, moi, j'étais impressionné par ce livre parce que c'est vraiment, on sent votre côté suisse, côté couteau suisse ressortir. Oui. C'est une leçon de cuisine, c'est une leçon d'histoire, de géographie, c'est un vaudeville, c'est un livre sur l'art de flirter. Oui. C'est un livre sur l'art du jeu amoureux. C'est très facile à lire. Il y a une relation épistolaire aussi. Oui. Et tout ça avec 6 étudiants qui viennent de 6 pays. Donc, je vais vous laisser faire le pitch en quelques mots, mais c'est des étudiants qui viennent de 6 pays, Australie, Japon, Allemagne, Canada, les US et l'Angleterre. Oui. Je vous laisse compléter le pitch en 2 minutes. En 2 minutes. Et voilà, alors ces étudiants, ils viennent au Paris Cooking School. Et le Paris Cooking School, c'est donc animé par une femme qui s'appelle Sylvie Morel. Et ce qu'elle veut faire dans un cours qui dure 1 mois, alors voilà, quel luxe d'être à Paris pendant 1 mois, et puis de cuisiner, et puis de visiter les marchés, et puis les pâtisseries, et les beaux restaurants, mais aussi d'apprendre à cuisiner d'une façon française. Et ce que je veux dire là, c'est pas le cordon bleu, c'est pas le truc très high class, c'est le truc de tous les jours, mais c'est la façon de voir les repas, la cuisine, les ingrédients, l'imagination de la culture française. Moi, j'ai grandi avec, mes enfants aussi ont grandi avec, tout le monde en France grandit avec. Et même si on ne cuisine pas beaucoup, on sait faire certaines choses. Voilà, une omelette, c'est facile. Un poulet rôti qui a vraiment beaucoup de goût, qui est très savoureux. Mais tous les ingrédients sont importants. Et Sylvie, elle, c'est ça ce qu'elle dit. Mais en même temps, elle raconte plein d'histoires, plein d'anecdotes. C'est pas simplement, il ne faut pas aller au fourneau, faire ci, ça, les recettes, etc. Mais c'est aussi des petites histoires, surtout. Parce que moi, je me suis dit, si j'allais à un cours comme ça, je n'aimerais pas aller pendant 1 mois à être là juste à faire de la cuisine. Il faut un peu plus que ça. Alors donc, voilà, je me suis dit, voilà ce que je ferais, je dirais ça et ça. Et donc, j'ai créé un programme pour ce Paris Cooking School. Mais en même temps, donc, il y a 3 personnages principaux et puis d'autres qui sont très importants aussi. Donc, il y a Gabi, qui est une artiste. Elle est moitié basque, moitié de Guernsey Island, mais australienne, parce qu'elle est née en Australie. C'est une artiste, mais elle est bloquée en ce moment. Et puis il y a Kate qui vient d'avoir une rupture horrible avec son ex-mari, qui est un narcissique de première, un type pas très intéressant, comme dirait ma mère. Et puis il y a Sylvie qui, donc, elle a un amant qui vraiment ne veut pas trop se mouiller. Alors il a une ex-femme et puis c'est toujours son excuse, ah oui, pourquoi je ne peux pas venir habiter avec toi, peut-être pourquoi je ne peux pas faire ci, ça et le reste.
Et en même temps, il y a quelqu'un qui la harcèle, la Paris Cooking School, dans social media. Voilà. Alors, ils ont tous, il y a des problèmes. Et puis, voilà, ils vont rencontrer plein de personnes. Mais c'est aussi toute même les autres étudiants, même qui ne sont pas des personnages très importants, ils sont quand même importants dans l'ambiance du livre et puis ils sont intéressants. Voilà. Et vous n'avez pas parlé donc de deux personnages. Oui. Déjà les hommes. Oui, les hommes. Donc, vous n'avez pas parlé des hommes que vous chargez quand même pas mal dans le livre. Oui, ils sont très... Vous êtes un peu féministe? Bien sûr. Bien sûr. Non, mais donc, j'aime beaucoup les hommes. Mais je suis aussi tout à fait... Enfin, quelqu'un comme Claude, par exemple, l'amant. Je déteste ce genre de type. Et donc, c'est un type que j'étais très contente de rentrer dedans. Mais les autres, dans Max, c'est un romantique, il est formidable, il est beau, et puis fromager, etc. Et Arnaud, c'est un personnage intéressant parce qu'il est un peu mystérieux. Alors, c'est un pénichard qui habite au port de l'Arsenal à Paris, où il y a plein de bateaux. Et lui, c'est un garçon assez réservé, qui a souffert beaucoup dans sa vie. Alors lui aussi, c'était très intéressant. Et puis, donc, oui, j'en parle beaucoup des hommes dans le livre aussi. Et puis aussi, il y a tous ces autres personnages. J'aime beaucoup le couple d'Allemands, ils étaient très sympas. Donc, on a parlé des hommes, et puis le plus grand personnage de votre roman, c'est quand même... C'est Paris. C'est Paris. Oui, Alors, Paris, c'est pourquoi vrai. Paris? Alors, Pourquoi Paris quelle place occupe Paris dans votre vie, dans votre imaginaire, dans votre vie d'écrivaine? Oui. Ouais. Paris, donc nous on est du sud-ouest, bien sûr, et mon père est très du sud-ouest. Alors Paris, c'est le parigot tête de veau, parisien tête de chien. Alors ils disent, voilà. Alors Paris, c'est ce qu'on survole quand on va dans la vraie France. Alors voilà. Mais alors donc on n'est pas allé à Paris dans mon enfance du tout. Et c'est simplement quand j'ai grandi, j'étais adulte, mais il y a deux de mes sœurs qui sont installées à Paris, une à Versailles et l'autre dans Paris même. Et puis donc j'ai connu Paris j'avais 22 ans, 23 ans, et j'étais tout à fait enchantée. Ah, mais j'adore Paris. Paris, c'est un endroit, une ville où je me sens bien. C'est la France, tout à fait, mais c'est pas la France de ma famille, donc c'est différent. Il y a beaucoup de choses à découvrir, il y a beaucoup de choses que je me suis fait un grand plaisir de découvrir. Et puis donc j'allais souvent visiter ma sœur. Et puis après, plus tard, j'ai eu une résidence d'écrivaine pendant 6 mois avec l'Australia Council. Mais c'était formidable dans la Cité des Arts, qui est au bord de la Seine, dans le 4e, donc dans le Marais. Et puis la Seine, on marchait là, 2 pas, vous avez la rivière là. Derrière, 2 pas, vous avez le quartier Saint-Paul avec plein de petits magasins formidables, des boutiques, des trucs formidables. Et puis donc, on est resté 6 mois, on a marché partout dans Paris. Et j'ai connu très très bien, c'est pour ça que je comprends Paris d'une façon un peu intime aussi. Mais en même temps, c'est l'imaginaire aussi pour moi. J'en parlais à ma sœur Gabrielle l'autre jour parce qu'elle a habité à Paris elle y habite encore, pendant 30 ans au moins, 35 ans. Elle a dit, oui, tu sais, parce qu'elle adore la campagne aussi, mais elle a dit, Paris, c'est aussi intéressant que la campagne. Et puis en même temps, c'est aussi beau. Et puis elle parlait d'une façon, donc c'est comme une peinture, parce qu'elle parle aussi de peinture, et qu'on sent, il y a tellement de choses là, et puis chaque petit coin qui a une histoire, et elle dit, tu sais, les gens, il y a beaucoup de gens de Parisiens aussi qui disent, oh, Paris, il y en a marre, le métro, le machin, le truc, le trafic, les gens, l'incivilité, blablabla. Elle dit, mais vraiment, si vraiment ils y pensent, c'est vraiment une ville extraordinaire. C'est pour ça que c'est la ville la plus visitée du monde, je pense.
parce qu'elle a un charme qui est vraiment très particulier. Et c'est aussi parce que c'est une ville avec c'est tellement individualiste. Il y a beaucoup, il n'y a pas d'énormes surfaces, enfin il y en a dans certains coins, mais dans le centre, là, dans le grand vieux Paris, dans les murs, si vous voulez, il y a vraiment tellement de petites boutiques, de petits trucs charmants, des petits coins. C'est vraiment, et plein de petits bistrots. C'est encore, il y a beaucoup de trucs touristiques, bien sûr, mais il y a encore des trucs qui sont très folklore encore. Et j'aime bien les Parisiens, je les trouve rigolos, parce qu'ils me disent toujours, ah, vous êtes du Midi, c'est sûr et certain. On sent le soleil dans votre voix. C'est gentil, c'est gentil. Mais ils ont tous ce coin, cet esprit un peu cynique, mais très personnel aussi. Et puis qui peut être déroutant. Il y a beaucoup de gens qui trouvent ça, oh là là. Mais moi, je ne suis pas du tout intimidée par ça. Je pense que beaucoup d'écrivains comme vous aiment beaucoup Paris aussi, parce que, comme vous dites, il y a tellement d'histoires, de passé, de plaques sur les murs. Ça laisse, pour les gens qui ont de l'imagination, c'est quand même un vivier incroyable pour pouvoir créer des histoires à partir d'un petit détail dans Paris. Et c'est ce que j'ai aimé dans votre livre, c'est-à-dire que vous utilisez votre imaginaire pour ficeler des histoires à partir de quartiers, de la galerie Vivienne, ou des choses comme ça. Donc on visite Paris à travers les histoires de ces personnages qui le découvrent en même temps ou qui le connaissent. Et cet entremêlement en fait de passé, de présent et d'imaginer, de futur peut-être, j'ai trouvé ça assez bien fait. Oui, merci beaucoup. Oui, je suis bien contente parce que, c'est-à-dire moi, j'étais tellement fascinée par toutes ces choses à Paris, et puis c'est souvent, comme vous dites, c'est des petits détails, Et c'est parce que je pense aussi que la culture française, c'était aussi une culture de détails. Vous voyez, il y a des détails, et je pense souvent que ça a beaucoup à voir aussi. Donc ça sympathise avec le Japon aussi à cause de ça. C'est le détail qui compte. Et on voit par exemple, même quand ils empaquettent quelque chose, c'est joli, même si c'est avec du papier quelconque et puis un peu de ficelle, mais c'est bien fait, c'est joli. Alors il y a des détails comme ça, mais aussi des détails. Par exemple, on allait voir, dès qu'il faisait beau, parce qu'on est arrivé, quand on est arrivé à Paris, quand on est venu pour les 6 mois, on est arrivé en février, il neigeait, puis rien froid, de canard, mais il faisait très bon dans l'appartement, il est super chauffé. Et donc on se promenait avec bien mitouflé, et on se promenait au bord de la Seine. Et puis une fois les beaux temps commencent à arriver, en avril, fin mars, avril, on voit les gens qui sortent avec leur pique-nique pour aller sur les bords de Seine. Et puis on voyait les bateaux alors qu'ils passaient, puis les gens qui regardaient, qui prenaient des photos, des gens qui étaient en train de faire des pique-niques. On parlait ça. Mon mari, il appelait ça the penguin rookery. Voilà. Parce que c'était tous les pingouins sur le bord. Et puis ça faisait part du truc touriste. Les bateaux touristiques, ils prenaient des photos des pingouins avec leur pique-nique. Alors il y a plein de petits détails comme ça que je trouvais, c'est charmant. Et puis on sortait, puis on pouvait sortir le soir aussi, parce que c'est très animé dans ces quartiers-là. Et puis il y avait toujours des gens qui jouaient. Même ça, c'est vraiment du classique. Mais il y avait aussi des gens qui jouaient. Et puis il y avait un bonhomme qui était sur un des ponts, lui, il s'appelait l'artisan poète. Alors cet artisan poète, il était un peu farfelu, mais il avait une espèce de bicyclette avec des ailes. Et puis il était habillé comme un sorcier, mais aussi avec des étoiles partout. C'était un original, ce bonhomme. Et il avait une espèce de manifesto. Et c'est toute une histoire qu'on avait, je sais pas, il était dans un appartement, et puis on avait fait sortir. C'était toute son histoire, mais en même temps, c'était charmant, c'était poétique, c'était Paris, voilà. Très bien. Donc maintenant, on a quelques photos de Paris et de cuisine qu'on va dérouler, en même temps de faire quelques lectures que j'ai sélectionnées. J'espère qu'elles vous plairont, Sophie. Mais avant qu'on fasse ça, je voudrais me tourner vers vous, cher public,
et vous donner une opportunité de, voilà, de poser vos questions les plus. Pourquoi Sophie Bourbon? Pourquoi Bourbon? Et parce que donc on a parlé avec l'éditeur. J'ai parlé beaucoup avec l'éditeur et puis on a workshop des noms possibles. D'abord, je suis allée dans mon arbre de famille et je dis voilà, il y a ci, ça. Oh non, c'est trop difficile à prononcer. Voilà. Il fallait que ce soit un nom qui soit bien en français et en anglais, qui soit facile à prononcer. Et donc on a fait voilà, et puis j'ai fait toute une liste. Il y avait Beaumont, il y avait Clermont, il y avait plein d'autres choses. Le Jeune, je ne sais pas, plein de trucs. Beaumont, c'est Beaumont, c'est Beaumont. Voilà. Mais voilà, formidable. C'est un très beau nom. C'est un très beau nom. Une autre question? Oui. En allant à Paris, c'est beaucoup d'histoires, etc. Paris, ça accueille beaucoup d'écrivains, de prenez l'inspiration de. Est-ce qu'il y a un écrivain en particulier qui vous inspire dans ce livre ou qui vous inspire quand vous pensez à vos personnages en particulier? Et Victor Hugo, je pense, parce que donc c'est un homme qui avait donc une œuvre tellement grande et puis très très large, et puis qui était très parisien. Mais enfin, je ne me rappelle plus s'il était de Paris ou non. Mais on était allé aussi à sa maison, donc qui était à Paris, avec un superbe jardin. Et puis c'était un homme aussi, un homme qui aimait beaucoup sa famille. Aussi. Ça me plaît aussi beaucoup. C'était quelqu'un qui aimait bien la bonne cuisine aussi. C'était donc, et puis, je sais pas, et puis d'ailleurs j'ai eu un petit texte de lui au début là. Respirer Paris, cela conserve l'âme. Breathing Paris, the soul. C'est Victor Hugo. Non, oui, je pense que. Enfin, il a écrit beaucoup de romans qui ne se passent pas de partout. Mais, non, c'est lui peut-être. Oh, moi, j'aurais voté pour Zola. Zola aussi. Zola Le aussi. ventre de Paris. Voilà, Le ventre de Paris, Au bonheur des dames, tout ça. Oui, j'adore aussi Zola. Et Zola, il a une partie importante dans ce livre. On ne vous en dit pas plus. Pas de problème. Elisabeth. Ah. Comment? Qu'est-ce que ça signifie la tarte aux fraises? La tarte aux fraises. Pourquoi la tarte aux fraises? La tarte aux fraises, c'est important, oui. Alors Kate, donc, quand elle arrive à Paris, elle arrive donc dans ce quartier. Et la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle achète une petite tarte aux fraises dans la pâtisserie. Dans les pâtisseries du Marais, elles sont magnifiques. Et donc, il y a cette petite tarte épicée. Pour elle, ça représente Paris. C'est un petit truc parfait, tout simple, mais parfait en même temps. Et alors, puis à la fin, ça revient, la tarte aux fraises. Et parce qu'ils doivent faire, à la fin, ils doivent faire une petite présentation sur la douceur, parce que ça représente la douceur. Et donc, la petite tarte aux fraises revient. Elle est très importante. Oui. Juste arrêter les questions. Ou dernière. Est-ce possible que tu achètes des livres en français? Moi, je parle anglais. Les lire en français. J'aimerais bien qu'ils paraissent en France. Sophie, je peux vous le traduire? Oui. J'ai beaucoup de travail parce que je suis en train de traduire là le Laurence aussi. Ah bon? Oui, qu'on a reçu il y a 2 mois. Oui. Ben voilà. Je suis traducteur. Ah bon, mais très bien, il faudra que je les Bon, dise. on discutera en aparté. Alors, on défile les diapositives. Donc voilà, quelques images de Paris. Donc, Alors voilà, c'est dans ce coin se passe où se trouve le Paris Cooking School. Ça c'est le quartier Saint-Paul, donc c'est dans le Marais, mais c'est ravissant.
Et puis c'est simplement, on peut marcher un peu partout. Il y a plein de petits commerces de boucheries, de fromagers, enfin, puis même il y avait un petit supermarché là on y allait tout le temps, mais des produits superbes. Et puis les marchés aussi, les marchés sont superbes. Et j'avais vu, parce qu'en France, c'est un des trucs, mon mari qui est anglais d'ailleurs, il dit, je sais ce qu'ils font en France, ils prennent que les meilleurs produits, et les trucs qui sont no good, ils envoient en Angleterre. Parce qu'ils ne savent Et on a remarqué ça, les gens, ils disaient, voilà, on a vu dans le marché, une femme, elle est arrivée avec son sac en papier, il y avait des cerises, elle a mis sur le truc du maraîcher, elle a dit, vos cerises, elles sont dégueulasses. Vous devez avoir honte de vendre des trucs comme ça. Alors il était puis tout le monde qui regardait. Alors il a dit, c'est pour ça, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas donner des trucs minables aux Français. Et alors, voilà. Les autres, ils disent, oui, c'est dégueulasse aussi, mais ils ne vont pas le dire. Ils ne vont pas leur dire, voilà, vous devrez avoir honte. Voilà, ce coin, c'est un peu comme ça. Et puis là, vous voyez donc tous les petits les vélos et tout ça. Et voilà. Les Vélib, qui ont l'Express. Oui, beaucoup. Et vous avez une façon tellement charmante de parler de Paris dans votre livre. Je vais vous mettre à contribution, si ça vous va. Oui. Donc on a à chaque fois qu'il y a un petit macaron jaune en haut à droite, ça veut dire qu'il y a une lecture à la clé. Donc je vous propose de faire en alternance, vous et moi. Oui, d'accord. Peut-être que je vous laisse... Non, allez-y. Je commence, après oui, vous allez-y, prendrez le suivant. Donc voilà, c'est une petite description de Paris au printemps que j'ai trouvé qui était formidable. Emerging into the streets from the dim underground, she felt the blissful shock of the colors, the smells, the sounds. It was the most beautiful afternoon. The sky was deep blue. And against it, the lovely old pale stone building glowed. Trees flung up armfuls of white and pink blossom. The soft air was full of fragrance. There were people seated at the outside tables of cafes, chatting and laughing, and not one of them was wearing black. Imagine. Then she heard the soft, melodious cooing of a wood pigeon from somewhere nearby, and she had a memory of her parents dancing to an old jazz song called April in Paris, which was about the charm of spring in the city. I understand it now, she thought, her pulse quickening, barely even noticing when an impatient commuter surged past her, muttering about les touristes. Kate didn't care. Joy filled her from top to toe. Oui, merci. Voilà. Donc voilà. Oui, non, c'était tout à fait, et puis c'est tout à fait là, c'est la joie que moi je pense, le sens quand j'arrive à Paris, et surtout au printemps, c'est tellement magnifique. Puis la dernière fois qu'on est allé, c'était l'avril 2022, et c'était un printemps exceptionnel, absolument magnifique. Il y avait des fleurs partout, ça sentait bon comme ça, puis on entendait les wood pigeons. J'adore ce son qu'ils ont, cette chanson qu'ils ont. C'est tout à fait... C'est très européen comme chanson. En tout cas, en lisant votre livre, on se téléporte, on y est. Quand on lit, on s'imagine vraiment la scène. Donc ça, c'est très agréable. Alors, oui, alors ça, c'est une des petites pâtisseries. C'est tellement beau, ça, la façade de cette boulangerie-pâtisserie, qui était notre pâtisserie du coin, au petit Versailles du Marais. C'est ravissante peinture, là, donc du 19e. Et puis là, voilà, c'est un peu les pingouins, leur pique-nique. Au bord de la Seine, parce que la Seine a aussi une importance dans votre livre. Oui, beaucoup d'importance. Avec des personnages qui vivent dans les péniches. Voilà, dans les péniches. On va y venir. Voilà, d'autres. C'est Vosges. Et puis il y a donc une scène qui se passe là, qui se déroule là.
Bien sûr, c'est un coin très, très beau quand on y rentre. Et c'est un coin du vieux Paris, donc, parce que bien sûr, comme vous le savez, beaucoup de Paris a été reconstruit au 19e siècle, à l'époque de Haussmann. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de... Ça fait très homogène, les décors de Paris. Mais là, des fois, il y en a d'autres. Donc ça, c'est du XVIIe siècle, là, la place des Vosges. Et c'est vraiment très, très beau. Et puis, c'est très paisible. Ma sœur et son mari habitent pas loin de là, donc on y allait souvent. Et là, donc ça, c'était... Quand on était en résidence à Paris, ça c'était un des repas qu'on avait. Alors, donc, l'appartement qu'on avait, il était dans une situation fantastique, bien sûr, mais c'était un appartement ça faisait un peu soviète, tout ça, du temps. C'est des années 60, après, avec du lino par terre. C'était pas beau. Et donc, on a acheté une nappe belle, et puis on a acheté un très beau tissu qu'on a pendu au mur, parce que juste pour avoir de la couleur. C'est vraiment... Et donc là, c'était un des repas qu'on avait fait, qu'on a acheté au marché, puis des cailles farcies que j'avais faites, et puis de la salade, et puis du vin, bien sûr. Donc, Sophie, je vais vous demander de lire un petit extrait. Oui. Et moi, je suis du genre à torturer les livres, donc voilà, je prends des notes, moi j'analyse tout. Donc, si vous pouvez juste Alors, le lire lequel à partir de là, lunch, jusqu'à dinner. Voilà, d'accord. Lunch was as delicious as it had smelled. Tangy, garlicky, vinegar chicken over plain boiled rice, the herby mixed salad Max had served as a first course, and the melt-in-the-mouth creme caramel he'd made for dessert, with fresh whipped cream on the side. Of course, he made it all, so you imagine. A man who can really cook. It's great. Very romantic, too. And, of course, the cheese, which he'd served in the French way, between the main course and the dessert, had been superlative. There had been 4 of them, each of them from a different region of France. Slices of a creamy blue from Auvergne, a pungent washed rind Munster from Alsace, a herb-rolled fresh goat's milk Chavignol from the Loire, and a delectably buttery Osso Irati, sheep's milk cheese from the Basque country in Béarn. Beautifully chosen and diversely delicious, a mini Tour de France, he called it, he had served the cheese with a lovely Burgundy Pinot Noir. And then after the dessert, they retired to the sofa with a Cointreau, which Max said was to round off the meal. Gabi teasingly said that if he was trying to make her drunk, he should know that she held her liquor very well, better than many men. And he laughed and kissed her, saying, "Then perhaps it's true they say that the way to a woman's heart is through her stomach. After all, you seem to quite like the dinner I made." Pas mal, non? Et c'est vrai, ça? Oui. Pour séduire une femme? Oui, oui. Est-ce que ça marche pour vous? Oui, bien sûr. Un homme qui se fait à la cuisine, c'est tout à fait, c'est très, très romantique, oui, tout à fait. Très bien. Merci. On continue. Alors là, bien sûr, les bouquinistes au bord de la Seine. J'adore flâner les bouquinistes. On trouve des trucs formidables. Et moi, j'adore aussi, vous savez, j'adore les bandes dessinées. J'ai été élevée avec les bandes dessinées. Mon père aimait ça beaucoup aussi. Et Tintin, Astérix, Lucky Luke, etc. Les trucs classiques, quoi. Et puis, plein de trucs, de vieilles éditions, de bandes dessinées, mais aussi plein de livres insolites, intéressants. Et puis là, donc, c'est la scène encore, parce que la scène, elle est très, très importante dans le livre, mais très importante dans la vie de Paris. Et la scène, bien sûr, son nom vient de la déesse gauloise Sequana. Et c'était vraiment une déesse, et puis qui vraiment a commandé la ville. Bien sûr, parce que bien sûr, Paris a existé depuis très longtemps. Et puis c'était la cité, l'île Saint-Louis, mais l'île de la Cité surtout, qui était donc la ville gauloise de Lutèce, où la tribu des Parisis habitait. Et puis ils avaient leur déesse tout autour. Merci. Et qui dit bouquiniste dit livre, dit oui. Auteur. Et oui. Je vais vous lire un passage donc, voilà, qui traite un peu des écrivains, ou des caractères d'écrivains.
After that, as they finally decided on the cheeses, and Max, the cheese guy, packaged them up carefully in wax paper, Gabby was filled with a great lightness of spirit. She had thought that maybe facing him today, in an ordinary situation, in the midst of all these people, she would feel differently. Or that he would. But no, it was extraordinary. This instinctive connection. It was so unexpected. Things like that didn't happen to her. Oh, sure, she would have had a share of affairs in the past, and a long-term relationship with a writer called Sam, which had lasted for 5 not altogether happy years, before fizzling out just over a year ago, when she had moved to Perth. C'est difficile de... Oui. Votre mari n'est pas écrivain? Il n'est pas écrivain. Pas du tout. On continue. Ah, le port de l'Arsenal. Et donc, le port de l'Arsenal, c'est avec des bateaux de plaisance, mais aussi des bateaux où les gens habitent. Il y a des péniches, il y a toutes sortes. Ils ont le droit d'habiter là 9 mois de l'année, et puis non, 10 mois de l'année, et 2 mois de l'année, ils doivent partir, ceux qui habitent là en permanence, parce que donc il faut avoir aussi des amarres pour les bateaux de plaisance qui arrivent donc en vacances. Mais c'est comme un petit village de Pénichard, et puis c'est bizarre parce que c'est une communauté au sein de Paris, et puis c'est sur les canaux, vous savez. Et donc, c'est vraiment quelque chose de très particulier, très intéressant. Et parce que c'est pas loin, donc ma soeur habite dans le 11e, c'est pas très loin d'où elle habitait. Et puis donc on allait faire des promenades et faire des pique-niques et tout ça là, parce qu'il y a des jardins aussi qui longent le port de l'Arsenal. Et imaginez si on vivait sur un bateau, donc en plein Paris, mais sur un bateau, sur la Seine, c'est tout à fait différent. Hein. Et puis là, donc, tous les ans, ils ont une espèce de fête de Venise. Alors, c'est la Venise parisienne. Et alors, voilà, ils étaient tous... C'est très... Et puis ça, c'était en février, donc en même temps que les grands trucs à Venise. À Venise. Voilà. Très bien. Alors maintenant, on va changer un peu de vitesse. On va faire un petit quiz, si ça vous va, avec vous, cher public. Donc attendez, je vais installer. Une seconde. Voilà, question pour un champion. Donc c'est des réponses, Sophie, vous avez vraiment participé parce que vous avez donné les réponses dans votre livre. Mais ce qui est formidable dans ce livre, c'est qu'on apprend beaucoup de choses. Donc il y a 3 questions, donc je commence. Qui sait pourquoi le John Dory, donc ce poisson que l'on trouve à Sydney, est appelé le Saint-Pierre en France? Ah, ça aurait pu être ça, mais effectivement Saint-Pierre, le Saint-Pierre est impliqué dans l'affaire, mais c'est pas exactement ça selon mes informations. Oui. D'autres réponses? Non? Je vous laisse peut-être dévoiler. Mais parce que donc il s'appelle Jean Doré, et c'est pour ça qu'on a John Dory. C'est mangling of the French. Mais alors il y a Saint-Pierre parce que Saint-Pierre, soi-disant, il a mis son doigt sur son empreinte sur le poisson, et puis donc c'est devenu doré. Et puis, je ne me rappelle plus exactement tout de tout, mais c'est Saint-Pierre et Jean Doré. Ils s'appellent les deux. Et Max, il fait un peu ce jeu de mots avec ça. C'est un poisson qui a plusieurs noms, c'est un poisson qui a plusieurs légendes, c'est un poisson qui est de France et d'Australie. Ouais. Voilà. Non, donc c'était pas loin. Donc moi j'avais parce que Saint-Pierre aurait forcé le poisson à renoncer à une pièce en or qu'il aurait cachée dans sa bouche. Jean Doré, pourquoi Jean Mais Doré, doré, voilà. Ah, oui. De la pièce en or. Oui, voilà. Question. Les œufs mimosa.
Qui connaît les origines des œufs mimosa? D'où ça vient? De quand ça date, les œufs mimosa? Vous connaissez les œufs mimosa? Donc les demi-œufs avec la mi-gaine. La pavlova, là, on ne sait pas si c'est Mimosa, c'est... Non, je sais pas. Mimosa, c'est d'où? Mais mimosa, c'est d'où? Bonne... Mimosa, c'est d'Australie. Oui, mais pas seulement d'Australie. Non, mais il n'y a même pas exporté en France. Mais il y a des mimosas qui sont européens aussi. Alors. En Provence. En Provence. Et donc la réponse, donc, c'est la première fois donc, que les œufs mimosa sont apparus en France. C'est dans un modeste café dans le Paris des années 50. Donc un café dont le propriétaire originaire de Provence éprouvait la nostalgie des arbres mimosa dorés de son village et a créé donc les œufs mimosa. Donc ça date des années 50, pas très vieux. Oui, non, c'est pas bien. Et c'est devenu un grand classique. Un grand classique. Dernière question, là on va remonter plus loin dans l'histoire, le Brie de Meaux. Alors Meaux, c'est une ville à 50 km de Paris. Et le Brie de Meaux, c'est un des fromages les plus vieux de France, mentionné dans un document du 8e siècle. Quelle est la grande légende royale à son sujet? Quelle est la grande légende royale à son sujet? C'est une légende assez triste aussi. Bon, vous donnez la langue au chat. Voilà. Alors donc, le chat vous dit que c'était le pauvre Louis XVI qui a demandé du Brie de Meaux pour son dernier repas, avant d'aller à la guillotine. C'était son fromage préféré. Il en raffolait. Oui. Donc voilà le genre de choses qu'on a à apprendre dans son livre, et ça c'est seulement quelques exemples, c'est une mine vraiment. Donc pour ceux qui aiment l'histoire, les géographies, qui veulent juste apprendre des choses, c'est le livre. Maintenant, je vais me tourner vers vous, Sophie. Oui. Ça va être votre quiz, Oui. si vous êtes d'accord. Oui, oui. Alors, c'est le quiz des écrivains bons vivants. Oui. Vous êtes prête? Oui, oui, je suis prête. Alors, première question. Tout le monde connaît la Madeleine de Proust. Oui. Mais dans ses premiers textes de À la recherche du temps perdu, Marcel Proust envisageait plutôt une biscotte, une tartine de pain grillé avec du beurre ou un sablé breton. Ou quoi? Ou un sablé breton. C'est un biscuit. Oui, oui, un sablé breton, oui. Un sablé breton? Pas une biscotte quand même. C'était une tartine. Une tartine? Une tartine. Donc en 1907, le jeune Marcel s'est amusé à retravailler son manuscrit et il avait d'abord écrit une tartine de pain grillé. Oh, Madeleine, ça ne vaut pas la Madeleine, Madeleine, ça. c'était plus chic. On continue. Deuxième question. Complétez cette phrase de Colette. Oh. C'est pas la peine de vous mêler de cuisine si vous n'êtes pas capable d'un peu de. Réponse A, de gourmandise, ou réponse B, de sorcellerie. Je pense. Colette. Oui. Gourmandise. Sorcellerie. Oui, Sorcellerie. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a de ça dans la Sorcellerie, oui, non, c'est magique. sûr. C'est sûr, c'est vrai, c'est un truc magique. Oui. Troisième et dernière question, après je vous laisse tranquille. Quel animal Alexandre Dumas a-t-il vu dans les assiettes des Parisiens? Quel animal Alexandre Dumas a-t-il vu dans les assiettes des Parisiens? Bon, je ne sais pas. Réponse A, de la girafe. Réponse B, de l'éléphant. Bon. L'éléphant. Oui. Oui. Et l'éléphant, et le pied de l'éléphant. Le pied de l'éléphant. Donc en Et pourquoi 1870, les Parisiens n'avaient plus de viande à manger, donc on est allé chercher les animaux de la ménagerie du Jardin des Plantes, et on a mangé de leurs animaux dans le café d'à côté, qui s'appelait le Café Voisin. Oh là là. Oh là là, donc il mangeait du pied de l'éléphant. Oui, oui. Bon, Ben. merci en tout cas d'avoir... Oui, merci, ces questions. Voilà, c'était un petit intermède, mais on continue avec les photos. Oui.
Sauf s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a une question du public par rapport au quiz ou à Sophie? Il nous reste à peu près 10-15 minutes. Et bien on continue alors. Là, oui, voilà, donc c'est la galerie Vivienne. Là, c'est qui a pris cette photo. C'est une galerie magnifique, une des galeries couvertes de Paris, des vieilles galeries du vieux Paris qui a survécu à Haussmann, etc. Et bien sûr qui a inspiré aussi les galeries en Australie, par exemple à Melbourne, The Block Arcade et tout ça, c'est inspiré des galeries de Paris, couvertes de Paris, et à Sydney, le Strand Arcade, tout ça. Mais c'est beaucoup plus ancien que ça, mais c'est vraiment une inspiration. C'était formidable à l'époque parce que, bien sûr, les rues étaient assez boueuses, et puis pour être à l'abri donc de la pluie, de la grosse chaleur, ils adoraient ces galeries. Et maintenant, ça revit, les galeries. Et il y a des magasins superbes, très originaux dans toutes ces galeries. Et là, tu dois reconnaître ton frère, là. Ça, c'est mon neveu Alexis, le frère de ma nièce Marie, et qui est chef, d'ailleurs, qui a eu un restaurant à Paris, qui était dans Top Chef aussi, il a dans l'émission. Très, très fine. Et là, donc, sa mère, ma sœur, mangeait au Train Bleu. Alors, le Train Bleu, c'est un restaurant légendaire dans la gare de Lyon qui est magnifique, hein, et puis qui est très... c'est du faste. Mais aussi, il y a un épisode dans le livre qui se passe au Train Bleu. Et moi, j'étais tellement jalouse quand j'ai vu ces photos, parce que, oh là là, il faut que j'y aille la prochaine fois. Donc le Train Bleu qui a été, mais vous le décrivez très bien, il y a ce chapitre donc, qui a été construit en même temps que l'exposition universelle. Voilà, c'est pour assurer le couvert pour les voyageurs qui arrivaient à Paris lors de l'exposition universelle de 1900. Oui. Je ne savais pas. Non, c'est incroyable, toutes ces histoires qu'il y a. L'exposition universelle de 1900, elle a vraiment, vraiment touché Paris beaucoup. Et il y a beaucoup de choses encore qui sont de cette époque-là. Et le Train Bleu, oui, c'est un. Ils ont décidé que les voyageurs qui arrivaient à la gare de Lyon, ils avaient besoin d'un beau restaurant. Et c'est un splendide restaurant. Et qui est tous ces peint avec des fresques, et puis c'est super décoré. On dirait vraiment qu'on est dans un roman, c'est sûr, ou dans un film. Les Vélib, on en a déjà parlé. On l'a déjà vu, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça. Mais là, les fleurs. Les fleurs, c'est pareil, c'est les fleurs aussi. Les fleurs qu'on voit, même en février, quand on est arrivé, il y avait des fleurs, des bouquets de roses, et puis très charmant, la façon dont c'est montré, c'est vraiment joli, il y a beaucoup d'attention à ces détails. C'est ça, j'ai trouvé ça. On arrive, il fait très froid, très gris, il y a de la neige, et puis il y a des roses violettes. Maintenant, le plat, peut-être qu'on va passer ça. Il faut juste arriver au plat de consistance. Oui. Là, alors ça c'est le jardin de Luxembourg, que j'aime beaucoup, que j'aimais beaucoup. J'ai amené mes enfants là aussi avec les petits bateaux et tout ça. Et puis ils peuvent aussi monter à poney, il y a des poneys. Et puis tous les mercredis, le mercredi, le samedi, dimanche, je crois, et les vacances. C'est vraiment 19e, c'est très charmant. Et puis j'adore cette statue du dieu Pan. Ça montre tellement de joie, d'exubérance. Pour moi, ça c'est mon sentiment de Paris. Non, tout à fait. Et en même temps, ça ne montre pas tout ce qui a pu se passer au niveau de l'artiste, c'est-à-dire le blocage de l'artiste. Oui. Moi, j'aime beaucoup Gabi. Oui, elle est oui. Donc Gabi, c'est l'artiste qui a un blocage, qui n'arrive plus à créer, qui ne croit plus en elle. Et ce livre, c'est aussi quelque part le livre des renaissances ou du retour vers la confiance en soi. Et finalement, elle va retrouver la lumière. Oui, c'est ça? Oui, absolument. Ah, voilà. Alors, la cuisine. Alors, les photos que j'ai prises dans les marchés, dans des petites
les petits commerces, sur les fromages, des fruits, parce qu'aussi c'est tellement joli ce qu'ils font avec les couleurs, avec enfin, toutes sortes de choses qui sont très bien étalées, qui donnent envie, qui vous donnent tout. On a envie d'acheter un peu partout. Et voilà. C'est un peu de ça. Dans le livre, il y a beaucoup sur les marchés, sur les petits commerces, ce qu'on peut trouver dans tous les... Enfin, les petites boucheries, les petites boulangeries, les fromageries, tout. Le livre, c'est aussi, il faut que je le dise, hein, c'est une déclaration d'amour au fromage en général, mais à un fromage en particulier. Le fromage de chèvre. C'est vrai? Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, ça, parce que ça représente Max aussi, ça, parce que il est venu d'abord avec son fromage de chèvre. Je peux vous demander juste de lire ce Oui. petit passage, c'est assez court. Oui. Oui. Donc juste là, Oui. She didn't wonder about what any of the others might be hiding. She had no headspace to think about anyone else's problems right now. This is Gabby. They seemed like an ordinary bunch, nice enough, generally speaking, though Pete could be irritating and Ethan rather snarky. Lunch had been a lively affair as everyone sampled each other's eggy creations, washed down with some pretty decent wine and accompanied by a big bowl of deliciously simple green salad, mixing together different types of lettuce from mignonette to chicory, seasoned with a tangy vinaigrette and chopped chives, and lots of fabulous bread, of course. Gabby had hoped the goat cheeses might make an appearance, but according to Sylvie, these would be in tomorrow's class, so she'd have to wait to sample. Merci. Merci Sophie, j'espère que vous ne m'en voulez pas de vous mettre à contribution. Non, pas du tout. Mais vous voyez ces petites pointes d'humour, vous voyez là, c'est à chaque page, quoi. Il y a une petite pointe d'humour comme ça. Ça, j'aime bien ça aussi. Ça nous réveille un petit pic, un petit clin d'œil, quelque chose, quoi. Oui. Et là, on voit, je trouve, pour moi qui ai 2 filles et qui connais un peu les livres pour enfants, on voit comment l'écriture de la littérature pour les enfants, qui est vraiment très exigeante, peut-être la plus exigeante, transparaît dans ce livre. C'est-à-dire que dans ce livre, il n'y a pas en trop. Et à chaque fois, il se passe quelque chose. Et c'est un peu le secret des livres pour enfants, c'est qu'il faut toujours qu'il se passe quelque chose pour que l'enfant... Ça, j'ai retrouvé ça un peu dans ce livre. Oui, mais c'est bien. Non, c'est vrai. C'est un très bon entraînement pour ça, parce que donc, les enfants, ils s'en fichent. Si vous avez gagné des prix, si vous, un tel a dit quelque chose de très élogieux dans le journal, ça ne leur fait rien du tout. Mais s'ils adorent vos personnages, si vous aimez votre histoire, alors là, ils sont fans pour toujours. Ils tiennent à cœur tellement, ils sont tellement touchés par ça, et puis ça fait une impression, ça peut faire une impression toute une vie. Parce que j'ai écrit pour les enfants pendant très longtemps, j'ai maintenant des lecteurs qui ont grandi, qui ont 20 ans, 25 ans, et qui m'ont dit, voilà, un tel livre a été tellement important pour moi, il vit toujours dans ma mémoire, c'est un espace, pour moi un espace ensoleillé, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Et c'est parce que donc ils n'ont pas lu beaucoup de livres, ils sont jeunes, quoi. Et puis leurs impressions sont très à fleur de peau. Et voilà, alors donc, mais je pense que nous, les adultes aussi, on a tous, ma sœur dit, on est tous des anciens bébés, alors c'est vrai. Et puis donc on a tous cet enfant dans nous, et puis on peut être, vous savez, on peut être impressionné donc par quelqu'un qui a gagné un grand prix, machin, truc, mais si on est entraîné par une histoire, on est comme un enfant. On retrouve ce goût de la lecture, ce plaisir, et puis le plaisir, pour moi aussi, le plaisir, c'est une chose qui n'est pas du tout frivole, c'est un truc qui est nécessaire à la vie. Donc, j'ai lu un truc récemment, il disait la beauté et la souffrance, elles sont également vraies. Et c'est vrai, c'est vrai. Alors, il ne faut jamais oublier que... Et les enfants, eux, ils recherchent le plaisir, la joie, l'amour, l'intérêt de plein de choses. Et puis, moi, je trouve que les adultes, nous aussi.
On veut ça aussi. Et voilà, alors j'espère que ça accroche, comme ça pourrait accrocher pour un enfant. Enfin, c'est pas du tout un livre pour enfants, hein, pas du tout. Mais c'est vrai, cet entraînement que j'ai eu depuis très longtemps, à savoir qu'il faut tout de suite accrocher les lecteurs, qu'il faut tout de suite emmener dans un monde qui est vraiment, qui semble vrai. Ah, tout à fait. Est-ce qu'il y a des questions? Qui veut poser une question? Allez-y, vous lancez-vous, hein, c'est maintenant ou jamais. Michel? Parce que mon éditeur est australien, parce que la majorité de mes livres sont en anglais, enfin presque tous, sauf un qui a été traduit. Mais parce que donc ma carrière est ici, et puis voilà. Et puis je voulais aussi, parce que je suis donc des deux mondes, de parler de Paris aux Français, ça n'a pas d'intérêt tellement. Mais de parler à Paris aux Australiens, ça a beaucoup d'intérêt. Mais en même temps, je voulais que ce soit authentique, que ce soit français, mais avec cet esprit, l'esprit de l'Australie aussi, qui était un esprit frais et puis ouvert. Alors oui, c'est-à-dire j'écris en anglais, mais j'ai écrit des nouvelles et des trucs comme ça en français. Mais j'ai jamais vraiment poursuivi ma carrière en France. Il n'est jamais trop tard. Oui, c'est vrai. Oui. Bonjour. Ce qui est évident, c'est que vous êtes tellement captivé par Paris, sa chance et sa culture. Comment vous avez adapté à votre vie après avoir passé un séjour à Paris? Comment Comment vous êtes réadapté à la vie normale en Australie après Paris? Oui, c'est vrai, ça a été difficile. Ça a été difficile, mais vous savez, on habite dans un coin très beau aussi, au nord de Sydney. Enfin, c'est à 500 km de Sydney, dans la montagne. C'est très beau, c'est très... on a les saisons, tout ça, et puis on a 2 hectares, on a des poules, mon mari cultive des légumes, des trucs. Donc on a une vie très, très bien aussi, on a construit notre propre maison et tout ça. On était content de rentrer chez nous, mais Paris, ça m'a vraiment marqué. Et puis pour mon mari, qui est vraiment un campagnard, qui a été élevé à la campagne en Angleterre et puis après à la campagne en Australie. Alors il a dit, c'est la seule ville au monde où je pourrais vivre plus qu'une semaine. Alors il a vécu 6 mois à Paris, c'était un miracle. Mais il adorait tellement que pas de problème du tout. Mais c'est vrai, il y a eu certains trucs qu'on a ramenés avec nous. Par exemple, on fait toujours une entrée et un plat. Quand on mange tous les jours à la maison, et ça parce qu'on avait commencé ça à Paris, parce qu'il y avait tellement de bonnes choses à voir pour les entrées. On voulait avoir le pâté, les cornichons, la salade, les asperges, tout ça. Alors, on ne voulait pas manquer de ça. Au retour, on n'allait pas faire simplement un plat principal. Alors, on a apporté un peu de Paris avec nous. Et puis aussi, je peux revenir dans le bain un peu chaque fois que j'y vais, parce que ma sœur est encore à Paris. D'ailleurs, leur appartement est en vente, mais ils en ont un autre. Et donc, chaque fois, c'est un bain de Paris. Et puis, j'espère qu'on va y revenir en mai l'année prochaine, parce que c'est mon temps préféré, avril, mai. C'est vraiment splendide. Et alors, oui, ça a été difficile. Il y a certaines choses, ça me manquait. Et puis aussi, ce qu'il y avait à Paris, c'est qu'on pouvait aller un peu partout, marcher. C'est tellement difficile à Sydney. Hein. on peut pas, il faut prendre plein de bus, de trains, de machins, de trucs. Alors là, bien sûr, il y avait le métro à 2 pas, mais souvent, on ne prenait pas le métro, on allait à pied. Et puis, on pouvait prendre les bus. Et puis, on est allé en bateau, et puis on a fait plein de trucs. Alors, ça a été difficile quand on revenait à Sydney. On ne peut pas faire plein de trucs parce que c'est trop loin, c'est trop difficile. Il faut prendre 2 bus, et puis après, il faut attendre, poireauter pendant des heures. Alors, oui, ça a été difficile. Je sais pas vous, mais moi j'ai faim maintenant. Hein.
Mais avant qu'on aille tous dîner et rêver de ces mets, il faut toujours terminer par Oui. les questions de mitraillette. Oui. Alors c'est un peu une spécialité du Philo Bistro. Ah, Alors je d'accord. suis désolé, mais il va falloir que vous y passiez aussi, Oui. chère Sophie. D'accord. Donc le jeu, c'est je vais vous poser des questions très rapidement, mais vous allez y répondre très rapidement. Ah, Donc, d'accord. c'est oui, non, Oui. D'accord. ou la réponse, mais vous élaborez pas. Oui. D'accord. D'accord. Et c'est des questions voilà, qui me sont venues comme ça, en lisant votre livre Oui. et en réfléchissant, en pensant à vous aussi. D'accord. Oui, d'accord. Est-ce que vous avez TikTok sur votre téléphone? Donc, The way to a woman's heart is through her stomach. C'est votre cas? oui. C'est sûr. Est-ce que vous croyez au karma? Oui, je trouve que il y a trop de coïncidences dans la vie pour que ce n'y ait pas quelque chose d'autre. Are compliments true words in Australia? Compliment to what? Compliments, are they true words? C'est des... Yes, well, sometimes people find it hard to accept compliments. Écrivain préféré? Mon écrivain préféré, oh là là, oh là là. J'en ai trop, c'est trop difficile. Un de vos maîtres? Un de mon grand maître. Comment? Français ou anglais? Français En ou français, on a anglais? Hugo, déjà. Ben, j'ai eu Victor Hugo, mais j'aimais aussi beaucoup, j'aimais les grands romans fleuves, vous savez. Et puis j'ai aimé aussi André Macquin, qui est un écrivain contemporain. J'aime des écrivains anglophones. J'aime beaucoup Agatha Christie. Je trouve que c'est un grand génie populaire, qui a beaucoup de gens qui la sous-estiment. C'est vraiment faux. Les Français, d'ailleurs, ils l'estiment beaucoup. Les intellectuels français. Agatha Christie, oui. Il y en a beaucoup. Enfin, il y en a tellement, j'en ai tellement dans la tête qui foisonnent. Votre vin préféré? Mon vin préféré, c'est le Sauterne. J'adore le Sauterne. Vraiment, j'en avais acheté un. On allait voir mon père. On est passé, donc, c'était à Bordeaux, on est passé dans la région de Sauterne, on a acheté. Mais c'était un vin superbe, parce qu'il est sucré, mais il n'est pas cloying du tout. Il est frais, vraiment superbe, mais cher. J'ai dit de ne pas trop élaborer. Votre plat préféré? Mon plat préféré, c'est le poulet rôti à la façon des rôtisseries de Paris, avec des petites pommes de terre. On a La soupe basque de Tioro, qui est formidable. Et puis le rôtisserie. Et là, alors je peux vous dire que j'ai été invitée par The Australian. Ils ont un truc tous les ans pour Noël qui s'appelle The Annual Cookbook. Ils demandent à des auteurs de présenter des recettes. Et moi, je vais... Alors, chaque année, il y a un thème. Cette année, c'est My Last Meal, mon dernier repas. Alors, je ne vais pas dire le brie de mots comme le pauvre Louis XVI, mais je vais dire le poulet comme à la rôtisserie. Et j'ai une façon de le faire qui est vraiment très savoureuse et qui vraiment, ça a le goût des poulets, même si c'est un poulet de Coles ou de Woolies. Et c'était vraiment un truc formidable, mais avec des petites pommes de terre nouvelles au printemps et des pois verts, des petits pois verts. Mais les pois verts super sucrés, comme du caviar vert. Voilà. J'attends l'invitation. Oui. Paris-Brest ou Paris-Melbourne? Oh, les deux. Paris-Brest, j'adore. J'en ai eu Paris-Biarritz, à Biarritz, qui est formidable aussi, avec du pain d'Espelette en plus. Et puis Paris-Melbourne, c'est un gâteau qu'il faudra que quelqu'un me fasse. Voilà. Ensuite, et pour finir, l'homme de génie doit-il plutôt être bien en chair ou maigre? Il devrait être assez en chair pour apprécier la bonne cuisine, la bonne nourriture, mais pas si énorme que c'est vraiment un glouton plutôt qu'un gourmand. Il faut être gourmand plutôt que glouton. Voilà. Et la femme de génie? La femme de génie, elle doit être bien en chair, mais pas trop aussi.
mais aimer la cuisine, ne pas avoir honte d'aimer la cuisine, ne pas avoir honte d'aimer manger, ne pas avoir honte d'aimer le vin, le fromage, les hommes, l'amour, voilà, et ne pas avoir honte. Voilà. Bien, merci Sophie Beaumont, infiniment. Merci d'avoir joué le jeu jusqu'au bout, c'était vraiment fascinant. J'ai l'impression qu'on pourrait continuer encore des heures et des heures. On a seulement scratch the surface, comme on dit en australien. Mais merci infiniment, c'était super. Et en plus, c'est enregistré. Donc il y aura un podcast qui sera fait à partir de cette soirée. Voilà, donc merci beaucoup. Merci beaucoup, Olivier, et merci à vous tous. Et merci à vous, cher public. C'est bien? C'est super, c'était super. On va prendre une photo avec les Oui, oui, oui. On va prendre une photo tous les deux avec le livre. Avec le livre, Voilà. oui, bien sûr. On va faire la place un petit peu sur la table, pour que ce soit Oui. pas trop... Il n'y a pas trop de trucs, de micro, de machin. non, le verre se fait. Le vin, ça va, ouais. C'est mon TikTok. Ah, d'accord. Oui, moi, je n'ai pas le TikTok. Parce que Même prendre le micro en même temps, comme ça, Voilà, ça fait voilà. vraiment très pro, quoi. voilà, on est prêts. Voir le Perrier, Le à la Perrier, française. voilà, voilà. Perrier, il est de ce côté-là parce que Perrier... Le derrière du livre. Ah, tiens, Marie, tu veux te mettre au milieu? Oui, oui. Ah oui, Marie, elle, Ah, oui. là, la boulangerie. Ah, oui. bah oui, Boulangerie, j'y suis déjà pâtisserie, allé. super. J'habite à Renwick. Ah bah. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Take some for it. Yeah, yeah, go. Oui, vas-y. Allez. Ah, merci à vous. Merci pour les questions. Absolutely wonderful. Thank you. Thank you. I hope that you understood. I did. Good, excellent. Oui, merci bien. Merci bien, merci beaucoup. Oui, oui, j'espère qu'il vous plaira. Ça va. Oui, merci bien. Ah, bah non, mais merci à vous de revenir. Vous êtes bien habitués, là. Ah oui, bah oui. Ah, tous les profs ne font pas, de toute façon. Tu veux me l'autographer? Oui, bien sûr, mais bien sûr. T'as un stylo ou pas? Oui, j'en ai un par là. J'ai un rouge à lèvres, sinon ça fait très parisien. Le rouge à lèvres, oui, pourquoi pas. Ce serait joli. Voilà. Ça me donne envie d'aller un mois à Paris. Oh, c'est Ah ouais, vraiment... tout le monde, hein, je pense. Hein. Oh, c'est vraiment... J'adore. Je me suis dit, c'était mieux que d'avoir, parce que c'est avec la résidence, ils donnent des grants aussi. Tu sais. Ouais. C'est bien mieux que ça. Je m'en fiche de l'argent, je voulais l'expérience. Tu vois, c'était vraiment... Puis on avait l'appartement, c'était gratos. Et puis avec... En plus, ils nous avaient payé le vol et tout. Et puis, mais on devait vivre nous. Donc... C'était vraiment... Mais vraiment... Formidable. Un petit cadeau. Oh, merci beaucoup, Olivier. Une C'est petite vraiment gentil. à vous. grenouille en Merci. chocolat, voilà. Merci beaucoup. Pour vous donner du courage sur le retour. C'est plus difficile à transporter, ça, quand même. C'est fiction réelle, fiction contemporaine. Ok. Mais Sophie Beaumont. Mon dernier, c'est un thriller psychologique, mêlé avec de la romance. Donc, Sophie, ouais, c'est aimé encore. Et Merci de l'avoir acheté. Bah, attends, voilà, donc, j'y suis allée le écrit en français. Ouais, ouais. Le matin, il n'avait pas reçu, il me rappelait Ils sont l'après-midi. tous à Giscouche, Ah, l'après-midi. si vous connaissez très bien. Mais non, mais Tu l'as acheté où? je l'ai acheté à Bombay Junction. Donc, moi, j'essaie de à traiter la les sujets Harry Hart. contemporains. Oui. Ah oui, Ouais, très bien. oui, parce que je suis allée là aujourd'hui. Ah ouais? Ils en avaient un paquet. Sur un carré.
Ah oui. Bon, mais merci. Hein. Si je le save là. Et merci encore Olivier, c'était Ah bah vraiment non, merci super, à vous. hein. Hein. Et c'était intéressant, en plus, c'était animé. C'était bien. Carré. Est-ce que... Bisous Sophie. On On se voit bientôt. Et merci, Yeah. merci beaucoup d'être venu. C'est normal. Merci Henri d'être venu. Merci de nous avoir Ça invités. t'a plu? Ah mais oui, énormément, mais non,